tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait, bon, on l'avait mentionné, là, c'était initialement, je pense, la semaine passée, on l'avait introduit comme un place au débat. Finalement, ça va être reviré au son de la cloche, mais on avait un sujet qu'on avait mis sur la glace là, très brièvement, qu'on va amorcer. Ça risque de virer un petit peu en place au débat, là, donc vous allez voir quand même notre opinion arriver. Et le deuxième est un place au débat concret là, sur une compagnie qu'on a parlé à plusieurs reprises. Ça va être la première fois qu'on parle de cette compagnie-là sous son nouveau nom, mais théoriquement, elle existe depuis assez longtemps. Je viens de faire un spoiler assez évident. Vous allez voir aussi, là, donc, comme on l'a dit au son de la cloche, je passe au débat, mais les deux vont avoir un peu d'opinion, donc c'est important à prendre en considération. Je pense que c'est pertinent. On préparait en off et je suis échauffé par bien des choses au-delà du podcast, donc je suis prêt à partager mon opinion sans filtre. En général, c'est Gab qui est plus en mode opinion sans filtre. Là, moi, je suis à fond. Là. Les gants sont droppés. J'y vais un peu en mode, pour ceux qui écoutent l'UFC, en mode Herb Dean sur Dustin Poirier après le knockout, là, le People's Elbow, comme ceux qui le mentionnent. Ça, j'ai ri énormément en voyant ça justement sur la plateforme X. J'ai vu plusieurs bons trucs. Bref, donc je suis prêt à amener The People's Elbow sur les deux sujets Sache, d'aujourd'hui. mais ouais, en effet, c'est vrai que je t'ai rarement vu aussi chauffé à blanc, là, en Je tout suis cas pour prêt. le... Je suis absolument prêt et je te passe la parole tout de suite, Gab, pour qu'on lance ça en force. Là, mais effectivement, les deux sujets, donc des petites mentions au préalable avant que tu amorces là, des points d'opinion. Là, donc toujours, si vous mettez des commentaires, je pense que c'est pertinent de faire comme nous. Là. Je vais donner mon avis et oui, je suis échauffé, mais je vais faire attention d'être quand même poli, courtois et un peu fort bourré, comme dirait, comme dirait Stromae. Mais allez, Là, les références, là, ça vole très haut aujourd'hui, là, mais absolument, je oui, non. je l'avais pas eu celle-ci, là, mais effectivement, comme tu l'as dit, JP, bah, bien de rester courtois, tu sais, dans les commentaires, surtout que c'est un sujet d'actualité, mais comme tu l'as dit, avec un peu politique, etc., donc vous le savez, notre but, c'est de rester quand même assez impartial. Oui, de donner notre opinion, mais de savoir être d'honnête et de donnant-donnant, être fair, on va dire, évidemment, dans notre jugement, etc. Donc, ça, c'est important. Puis, évidemment, que comme on parle d'une compagnie, évidemment, que vous pouvez acheter sur les marchés financiers, peut-être pas la deuxième, mais la première, évidemment, vous sachez qu'évidemment, ce qu'on dit, c'est que notre opinion personnelle, c'est pas un avis légal ou une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, conseil financier, fiscaliste, comptable, quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous aussi si ça correspond à votre profil d'investisseur, on le dit toujours. Puis je pense sans plus tarder, on peut passer au premier segment. Qu'est-ce que t'en dis, JP? Absolument. Donc, commençons en force avec le premier, le au son de la cloche. Parfait. Donc, première compagnie qu'on veut discuter, là, c'est comme toujours les modes questions, là, c'est que se passe-t-il avec Bud Light? On a laissé le sujet de côté quand même quelques temps, étant donné que, bon, t'en parlais, une controverse derrière ça, il y a un côté un peu social qui est également un peu en dehors de ce qu'on parle en général dans le cadre du podcast, mais c'est tout de même assez pertinent là, de voir qu'est-ce qui se produit présentement avec Bud Light. Bon, une compagnie qui présentement sous-performe énormément en termes de réduction de ses parts de marché aux États-Unis principalement. Également, là, la compagnie mère, Anheuser-Busch, se porte plutôt mal également au niveau des marchés boursiers et tout ça a été amorcé là, par une campagne publicitaire qui a été jugée polarisante, je pense, dans le contexte social et politique américain. Là. Comme on sait, la division entre la droite et la gauche aux États-Unis est quelque chose d'assez intense et qui se transpose énormément dans le monde commercial. Donc, on sait le point de départ était la fameuse publicité avec Dylan Mulvaney, là, qui est un influenceur transgenre qui bon, était basé sur des fondements tout à fait bien intentionnés. Puis c'est peut-être là où je vais avoir quand même certaines positions intéressantes, là, mais c'était une prise de position qui était axée sur les valeurs en tant que telles de Bud Light. Je pense que la problématique ne vient pas tant de la campagne publicitaire en soi, et Gab, tu pourrais également ajouter là-dessus si tu veux par la suite, là, mais moi, je vois pas tant la position de la campagne publicitaire comme étant le problème. Je vois le contexte global comme étant. Bud Light est une bière qui se vend extrêmement bien, qui était la bière la plus vendue aux États-Unis là, avant justement les dernières semaines où Modelo Especial
a pris les devants. Je pense d'ailleurs c'est depuis la semaine passée là, que c'est arrivé après des pertes successives. Là. Je pense que c'était plus de 20% de pertes de part de marché presque year over year, là, d'une semaine à l'autre pour Bud Light. Euh, Comme je disais, c'est plutôt le contexte. C'est également le fait de dire, ben, ils ont fait un volte-face. Plutôt que, et j'ai lu un petit peu les trucs sur le CEO de Heineken qui parlait de la situation en disant, c'était à un certain point rester fidèle à ses valeurs aurait peut-être pu aider. Je dis pas que les résultats auraient été nécessairement différents. Là. Je pense que la droite s'est emportée très, 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 très fortement et une bonne partie des consommateurs de bière aux États-Unis sont des personnes de droite. Là. Ça, c'est presque une mention, surtout de bière en mode moins de 5%. Là. Euh, le problème vient de. Ils ont fait un volte-face et ils se sont retrouvés un peu avec les deux côtés qui s'opposaient à Bud Light et à Anheuser-Busch. D'un côté, ben, la droite était toujours hyper frustrée par leur décision de faire une publicité qui était jugée comme étant polarisante. Et de l'autre côté, ben, pour réparer un peu toute la problématique qu'il y avait, ben, Bud Light et Anheuser-Busch ont un peu remis en question et ont un peu laissé à l'abandon Dylan Mulvaney et la cause en tant que telle pour laquelle ils avaient lancé la publicité à la base. Donc, à la fois, la droite et la gauche se retrouvaient à s'opposer un petit peu à Bud Light et je pense que c'est là, à un certain degré, que l'effet boule de gomme a eu lieu sur les ventes, sur la performance du stock. Bon, c'était pas nécessairement une compagnie qui avait une stabilité financière. Tu sais, la structure était intéressante. Là. Gab, tu pourras en parler de tout ce qui touche le dividende et tout. Il y avait quand même des prises de position un peu particulières pour Bud Light et il faut pas oublier que des bières, c'est des images. Anheuser-Busch possède également Budweiser. Budweiser se portait pas nécessairement très mal. Là. Je pense qu'ils ont baissé un peu dernièrement au niveau des parts de marché, mais tant qu'il n'y a pas de contagion, une bière, c'est une bière, à la limite, ils peuvent discontinuer la marque et juste mettre les bouteilles avec une nouvelle étiquette et repartir à neuf à peu près. Donc, c'est sûr que c'est plutôt éphémère et cette image de marque-là peut vraiment être remplacée rapidement. Moi, comme je dis, je pense que je vois cette problématique-là et la sous-performance, comme on le dit en termes de part de marché. Je pense que, tu sais, pour donner la stat exacte, je pense que c'est à peu près 14% qui a été perdu là, au niveau du prix de Anheuser-Busch depuis la controverse, depuis la sortie de la publicité polarisante. Et c'est ça, les ventes chutaient là, de 26,8% pour être exact dans la semaine du 22 juillet, 26,1% la semaine précédente. Il y avait également le 4th of July là, qui, au tout début du mois de juillet, il y avait plusieurs trucs qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux qui montraient là, des étagères pleines de Bud Light alors que les autres bières concurrentes étaient presque vides au niveau des étagères pour la fameuse fête euh, nationale de l'indépendance américaine. Mais on se retrouve effectivement avec un peu de problématique et une vision, encore une fois, un peu particulière. Moi, de ma position, c'est vraiment le point de. Ils se sont virés de base sur leur décision à peu près en plein milieu, qui est problématique. Ils auraient continué dans la même position, ils auraient vraiment assumé leurs valeurs et assumé la publicité. Je ne pense pas que ça aurait nécessairement sauvé le fait que bon, les parts de marché auraient baissé quand même. Mais au moins, il n'y aurait pas eu à la fois de l'opposition des deux côtés de l'échiquier politique, si on peut dire. Ce qui est vraiment le cas, Bud Light s'est peinturé dans le coin, s'est mis dans une position où tout le monde est un petit peu contre leur gestion globale. Et bien là, c'est un petit peu là où les têtes sont tombées. Je pense qu'il y a deux exécutifs qui ont été mis sur une suspension temporaire, si je ne me trompe pas. Il y a également des coupures de postes là, qui ont été annoncées là, un petit peu autour du 2-3%, je pense, du personnel aux États-Unis qui ont été réduits. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant et pertinent à analyser au niveau de la chute de performance parce qu'on a aussi vu des réactions de la part de plusieurs autres compagnies et plusieurs autres industries qui, en général, appuyaient la cause LGBTQ, etc. Euh, et là, on a vu quand même un certain blocage sur certaines compagnies qui, en général, appuyaient et là, ont eu un peu peur et des craintes liées à la force, justement d'une opposition lorsqu'une cause sociale ne passe pas nécessairement bien sur la base de clientèle. Donc, les répercussions peuvent être majeures. Moi, je vois ça comme étant Bud Light a pris une décision liée à des valeurs tout à fait logiques. Ils ont très, très, très mal géré leur prise de position et le backlash en bon anglais qui s'est suivi de la publication. Le fait qu'ils sont tombés au neutre des deux côtés, c'était une problématique. Ils auraient dû, à mon avis, juste l'assumer, aller de l'avant, continuer à appuyer la cause. Et bon, les répercussions auraient été telles que telles. Oui, ça n'aurait pas été parfait, mais ça aurait été quand même beaucoup plus cohérent. Là, présentement, comment est-ce que tu peux te remonter d'une publicité qui a polarisé une partie et qui a vraiment aussi frustré une autre? Je pense qu'on est dans une problématique que Bud Light ne peut pas nécessairement poursuivre. Anheuser-Busch est encore énorme. Anheuser-Busch est même la compagnie plus globale là, qui est AB InBev, si je ne me trompe pas, là, qui est le plus grand brewer au monde. Vont continuer de très bien s'en sortir et les marques qui sont sous ce grand chapeau-là
vont continuer à vivre également. Est-ce que Bud Light a de l'avenir? Peut-être pas. C'est peut-être là où c'est peut-être ma prise de position là-dessus, au-delà au son de la cloche. Je pense que la performance, les chutes de part de marché, les chutes du stock d'Anheuser-Busch également, montrent que ben, la meilleure solution, c'est par une erreur de management complète. C'est vraiment ça. C'est à l'interne. La faute vient d'où? La faute vient de l'interne de Bud Light. Ils n'auront probablement pas le choix de discontinuer la marque. C'est probablement la meilleure solution. Ça va, comme on l'a dit, à la fois réduire la frustration de la clientèle de la droite, mais également réduire la frustration de la clientèle de la gauche, qui est tout à fait légitime de dire, mais vous avez très mal géré et vous avez même empiré la situation des transgenres, par exemple, au niveau de la cause sociale, par exemple. Bah, c'est vrai que ce qui était intéressant dans ce que tu disais, JP, c'est que il y a cette question effectivement de l'ambivalence qui se pose dans l'affaire AB InBev. Bah oui, parce que d'ailleurs, tu l'as bien dit, c'est comme ça qu'on dit, là, parce que le vrai nom c'est Anheuser-Busch InBev, là, mais tout le monde dit AB InBev. Euh, la question en fait qui va se poser effectivement derrière cette affaire-là, tu l'as bien dit, c'est ça, c'est l'utilisation de par exemple de la cause LGBTQIA en fait à des fins marketing en fait. Ça c'était le premier point et le move qui avait été fait il y a un an parce que je crois que la nouvelle vice-présidente du marketing était rentrée en fait il y a à peine un an en fait chez AB InBev. Et son but était effectivement de rajeunir l'image de la marque. Faut rappeler quand même que le marché des bières entre guillemets euh, standards, donc tu les as dit, les fameuses moins de 4%, moins de 5%, là, qui sont les bières commerciales telles qu'on connaît, là, donc notamment Budweiser, qui est évidemment la marque star évidemment de AB InBev, mais Bud Light en fait partie, parce qu'en fait c'est juste de la Bud Light mais moins bonne, là. Ça c'est mon opinion là. Ainsi que toutes les marques un peu similaires, vous les connaissez, Corona Extra, tu l'as mentionné, la Modelo S Special, etc., qui sont d'autres marques bien connues. Et ce qui est assez marrant, c'est ça, c'est que ce marché-là était déjà un peu en déclin. Donc, il y avait une idée en fait derrière de dire bon, on veut rajeunir la marque, on veut faire ça différemment, on veut la vendre comme une bière d'été, une bière inclusive, etc. Mais en fait, tu l'as bien dit, c'est que ça a été un backlash parce que j'ai l'impression que non seulement on a sous-estimé en fait le poids, l'opinion en fait des consommateurs de cette droite très néoconservatrice, la alt-right américaine, là, qui quand même faut avouer est très puissante, surtout depuis l'élection de Donald Trump il y a maintenant un petit moment là. Donc ça fait quand même un petit bout maintenant que Donald Trump a été élu, mais bon. Ils ont gagné évidemment beaucoup en pouvoir, hein. D'ailleurs, on entendait parler même il y a même plus de 10 ans avec le fameux Tea Party. Bah, c'est cette frange-là, si tu veux, de la population américaine qui est très sensible, effectivement, aux causes, on va dire, religieuses, etc. Évidemment, l'algorithme, pardon, l'argument LGBTQIA marche pas pour ces gens-là. Donc, effectivement, c'est là où on se dit, bon, est-ce qu'ils ont fait ce move-là pas tout simplement pour faire de la pub, etc., pour faire de l'argent, pas forcément pour des choses réelles. Ça, je trouve que c'est un point, évidemment, assez critiquable maintenant des marques qui se sont mis à faire plein de pubs, etc., avec des drapeaux LGBTQIA. En fait, on se rend compte qu'en fait, ils en ont un peu rien à foutre. Ils sont juste là pour essayer d'aller vendre plus de produits, se donner une bonne image, on va dire, d'un point de vue ESG, être ESG friendly, là. Et puis, finalement, là, tu te rends compte, non, 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 finalement, on n'a rien fait, etc., dans les communiqués de presse. Tu vois, je lisais avant, pendant que tu parlais, là, j'ai téléchargé comme les transcripts comment dire, du dernier appel aux analystes, là, et je crois que le terme Bud Light apparaît déjà 23 fois, ce qui est quand même beaucoup, hein. Je veux dire, qu'un seul produit soit mentionné aussi souvent dans un appel d'analyse, c'est très rare, là, pour te dire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ça, ils disent, le président, en fait, en l'occurrence, a dit, ben, écoute, c'est juste un poste, etc., mais qui a fait un backlash, mais je pense que c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si tu veux. Les gens se sont dit, bon, bah écoutez, c'était une marque, pour le coup, que les gens avaient beaucoup de fidélité, etc., touchait, on va dire, en plus un public et un cœur de cible, on va dire, pas forcément conservateur, mais très masculin, quand même, faut être transparent, là. Un public très masculin qui boit de la Bud en buvant autour du barbecue avec les copains le samedi, etc. Tu sais, ou le dimanche, etc. Mais tu vois, c'est ce public cible. Et tu vois, ils ont essayé de transformer une marque, en fait, qui était difficile à transformer. Je pense que ça, c'est le deuxième apprentissage, c'est que c'est plus difficile de transformer une marque qui n'y paraît. Si Ferrari demain produit des Fiat, bon, bah, c'est clair que les gens ils vont se dire, bah, là, vous nous avez trahis, etc. Enfin, c'est justement
un gage, on va dire, de décrédibilisation, je pense, qui est assez visible. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Puis le troisième argument, je pense qu'il est financier. Pourquoi ça va être important? C'est que, bah, en termes de chiffres, tu l'as bien dit, une réduction des ventes, etc., de la marque Bud Light. Mais la peur qu'on a, c'est la contamination. Pareil, selon le dernier appel analyste, ils disent, bon, on est quand même encore optimiste, évidemment. Ils vont pas te dire, ah putain, on est très, on est très pessimiste concernant l'avenir d'InBev et de AB InBev. Mais non, évidemment, ils vont dire, les analystes commencent à avoir peur que les gens vont boycotter la conglomérat ensemble. En fait, vont dire, bah, vous savez quoi, que ce soit de la Budweiser ou de la Bud Light, etc., c'est le même produit quelque part, donc on n'achète plus chez vous. Et c'est vrai que, tu l'as bien dit, les marques de AB InBev sont tombées dans les ventres, dans les chiffres de vente. Je crois que la Bud Light était la première bière de consommer au State, ou en tout cas dans le top 3, ça c'est sûr. Et elle est tombée en fait en dessous du top 10, tu vois, en même pas l'espace de 2 mois. Donc rappelons que le poste de Mulvaney, là, en l'occurrence, qui d'ailleurs ne m'a pas vraiment choqué parce que je l'ai vu aussi, là, le poste. Euh, et ben, ça fait que 2 mois seulement hein, que cette affaire-là est là. Enfin, c'était passé en avril, je crois, c'était début avril. Puis, bon, entre-temps, la compagnie a perdu 25 milliards de capitalisation boursière. Bon, tu vas me dire, c'est pas énorme, etc., au vu de la taille. C'est quand même sur 125, donc c'est quand même, ils ont perdu 20% de la capitalisation boursière entre-temps. Soit, rappelons-le, 25 milliards pour vous donner un peu un état, c'est le PIB de l'Estonie quand même. Donc c'est pas rien, quoi, tu vois. Donc c'est là où on se rend compte effectivement qu'on a une peur de la contagion effectivement vers d'autres marques de bière, mais du même conglomérat AB InBev. Puis et ben, il va y avoir des employés qui vont être sur le carreau. Je crois que d'ailleurs ils ont commencé d'ailleurs à annoncer des départs, hein, comme tu l'avais dit, JP. Là. Exact. Je pense que le point qui est important à soulever, puis je l'ai mentionné, là, il est peut-être même un peu tard, mais il faut que les ajustements se passent rapidement. Là, mais je l'ai dit, il faut discontinuer Bud Light. Il faut donner aux consommateurs insatisfaits, là, encore une fois, entre guillemets, à la droite, ce qu'ils veulent. Je pense que oui, la compréhension globale des autres brands de AB InBev, c'est compris par le commun des mortels qui s'intéressent un peu au monde commercial et au marché boursier, mais je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui n'en a pas vraiment d'idée, qui ne va pas voir le lien nécessairement entre la. Il y en a qui vont même pas comprendre le lien entre la Budweiser et la Bud Light, juste basé sur le fait qu'une bouteille de Bud Light c'est bleu alors qu'une Budweiser c'est rouge, par exemple. Donc il y en a qui ne vont même pas voir le lien derrière ça. À mon avis, par contre, c'est vrai que de discontinuer est probablement la meilleure solution. C'est malheureux parce que, bon, tu l'as dit, c'était une marque et comme tu le mentionnais, je l'avais rappelé, là, mais c'est la première bière vendue, la Bud Light. Là. C'est pas non plus. C'est pas comme si c'était une image qui était la septième bière en importance puis que soudainement c'était disparu. C'était la bière la plus vendue aux États-Unis. Donc, oui, c'était un peu une chute aux enfers. Mais je pense que tu n'as pas vraiment le choix et des brands de bière, surtout de nos jours, mais ça se rebâtit quand même assez facilement, à mon avis. Là, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué lorsque justement les compagnies en arrière de ces breweries-là, justement, ont la capacité et les reins assez solides pour relancer n'importe quoi puis publiciter n'importe quoi sous des nouvelles bases. Donc, c'est peut-être la vision que j'ai. L'autre point qui est important à soulever, puis je pense que c'est quelque chose qui est une position intéressante dans le contexte du podcast, c'est ça montre très fortement l'importance, encore une fois, désolé de l'anglicisme, mais de l'advertising puis du marketing. Euh, les fondamentaux peuvent être là, le fonctionnement d'une compagnie peut être là, le système derrière l'approvisionnement, surtout que c'est de la bière à ce moment-ci, pour la livraison et tout, peut être super bon. Ça reste que si le marketing peut être en bon anglais enabler, comme peut aussi prohibiter la business, et c'est exactement ça qu'on voit présentement. On peut penser que la bière, ça va se vendre avec ou sans marketing, mais on le remarque tout à fait que ça a un impact assez significatif sur la croissance, sur la décroissance des ventes. Donc, je pense que c'est également une vision qui est importante pour plusieurs industries qui pourraient se dire, bon, on a des produits qui sont, tu sais, la bière, ça se vend, c'est un peu comme, on en parlait des fois en blague, là, mais la stratégie d'investissement de tes amis qui était, ben, tiens, je vais acheter un restaurant de poulet parce que du poulet, ça se vend toujours. C'est un peu la même chose, tu sais, la bière, ça va pas mal toujours se vendre, ça reste un produit qui est assez bon marché, qui est pas mal accessible pour les personnes en âge dans plusieurs pays, donc c'est pas quelque chose qui est anormal
n'a pas tant besoin de marketing, du moins de la vue. Et n'oublions pas d'ailleurs, JP, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, rappelons-le. Absolument, exactement, et qu'il faut être en âge, comme je l'ai mentionné d'ailleurs. Mais Oui, tout ça pour merci. dire que clairement que, ben, tu sais, on pourrait croire que le marketing n'est pas nécessairement utile pour vendre de la bière, mais là, on voit tout le contraire. Donc, des industries qui pourraient être portées à croire que le marketing n'est peut-être pas primordial, ben, il faut faire attention, il ne faut pas non plus faire des décisions qui peuvent littéralement mettre à risque notre image, parce que ben, si l'image tombe, ben, encore une fois, le côté financier tombe tout autant, puis la super chaîne d'approvisionnement qui pouvait se faire pour que n'importe quel dépanneur aux États-Unis vende de la Bud Light tombe également. Donc, je pense que c'est une bonne leçon globale. Encore une fois, je l'ai dit, un point très, très, très critique, c'est, et bon, je suis un peu aligné avec le CEO de Heineken, c'est la seule chose qu'on partage, peut-être notre opinion, parce qu'on n'a clairement pas le même mode de vie. Mais je pense que c'est important de soulever. Il faut à ce moment-là rester fidèle à nos valeurs. Soit on y va avec des décisions qui sont avec des valeurs plus stables, qu'on n'assume pas nécessairement nos valeurs, mais qu'on est plus grand public puis qu'on essaie de ne pas être polarisant. Ou bien si on décide d'aller de l'avant avec nos valeurs, ben, il faut aller all-in là-dessus. Et comme on l'a dit, c'est les deux crochets qui ont été faits par Bud Light sont allés avec une prise de position pour des valeurs qui pouvaient être polarisantes. En plus, ils ne les ont pas assumées une fois qu'ils ont vu les conséquences immédiates. C'est une double erreur et on voit maintenant les conséquences. Donc, à voir la suite, je pense que le plus gros du problème est passé. Je pense que toutes les parties prenantes ont pu soulever, encore une fois, avec raison, leur opposition face à Bud Light et à Anheuser-Busch. Maintenant, je l'ai dit, je pense qu'une décision doit être prise rapidement. Il n'y aura pas de remontée. Moi, je ne vois pas un scénario pour lequel les Américains vont décider de dire OK, oui, c'est bon, c'est correct, on va racheter de la Bud Light comme on en achetait. Mais non, les Ah comparables bah, sont tout aussi bons. Je veux dire, une mais bière blonde de 4%, on peut en acheter de n'importe quel type. Donc, t'as pas souligné, t'as un point que t'as pas souligné, c'est que t'as dit les Américains. Mais là, dans une perspective effectivement mondiale. Les Américains, enfin le public, le marché américain, pour donner un peu un état d'idée, c'est 14, c'est en termes de revenus, là, bon, là je me base sur les chiffres que j'ai, là, mais c'est 14,5 milliards sur 58. Donc tu te dis, bon, est-ce que ça vaut réellement, est-ce que tout ce tralala, Bud Light, c'est un segment parmi effectivement les États-Unis. En fait, ce problème-là, j'ai l'impression, à l'extérieur des States, ne se pose même pas. absolument. Corrige-moi si je me trompe, là, mais Absolument, je suis je- 100% d'accord, mais ça reste que le marché est lié à la Bud Light. Encore une fois, je pense pas qu'on va acheter de la Bud Light en Belgique, là. C'est un peu là où je me dis le problème est américain, mais il faut justement régler le problème en américaine. C'est-à-dire, on y va en mode capitaliste, on ferme on ferme la marque, on part avec d'autres choses, puis c'est tout, hein. À mon avis, comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose qui est un problème, c'est un problème qui est venu influencer le Canada parce que, bon, le Canada se polarise également un peu selon ce que les États-Unis font, mais je suis tout à fait d'accord qu'à travers le monde, on continue à acheter de la Sapporo dans certains pays. On va continuer à acheter de la Heineken, puis de la Stella, puis d'autres choses qui se vendent très bien ailleurs. Je pense que le contexte américain, comme tu l'as dit, est très unique. toi qui es demi-danois, évidemment, Et oui, absolument. j'ai perdu. Pour ceux qui connaissent réellement, je ne vais pas nommer la Carlsberg, mais je vais nommer la Royale. Pour ceux qui connaissent bien le Danemark, vous savez que la Royale est la vraie bière cheap locale. Bref, parenthèse, qui est en C'est fait un- certes de la Carlsberg, mais avec un autre brand. Encore une fois, la même logique que je dis. c'est- Rebrandons ce fameux Bud Light, inspirons-nous des Danois, puis on va mieux se porter La question, c'est collectivement. est-ce que la Royale, c'est l'équivalent de la Pabst Blue Ribbon, mais en version danois? C'est un peu, mais c'est un peu mieux. Je dois le donner. La Pabst Blue Ribbon, Ah. c'est chaud. Ça, je dois le donner. À la limite, peut-être que Pabst Blue Ribbon, tu vois, on aurait eu le débat plutôt que Bud Light sur de la Pabst. Je pense que j'aurais dit, OK, oui, c'est correct. Ils peuvent garder leur branding. C'est déjà perdu d'avance. Mais Bud Light, il y a de quoi à faire. Repartons à neuf. Appelons ça quelque chose d'autre light, puis on vit, là. Donc, à mon avis, il y a une décision parce qu'il y a réellement un risque de contagion après certains mois, à mon avis, s'ils ne prennent pas une position parce que ça continue de faire les manchettes. Tu sais, la raison pourquoi est-ce qu'on en parle encore maintenant, c'est parce qu'on s'intéresse à voir à quel point Anheuser-Busch continue à perdre de l'argent avec Bud Light. Il faut scraper, passer à autre chose. Et à ce moment-là, encore une fois, apprendre au sein de la compagnie que les Ouais, têtes qui devaient tomber à cause de décisions tombent, mais assumez vos valeurs ou ne les assumez pas, mais prenez position qui est légitime et unilatérale sur ce que vous voulez faire. Ne jouez pas au yo-yo comme vous l'avez fait, puis maintenant, les conséquences sont déjà faites. Donc ça, c'est peut-être mon côté, tu sais, plus place au débat, là, mais à mon avis, il y a une décision qui est très claire. Je sais qu'il y a énormément d'autres paramètres qui viennent en ligne de compte avant de juste détruire une image de marque, là. Je n'ai pas un chapeau de marketing non plus, mais je pense que cette avenue-là doit être fortement analysée présentement par les têtes dirigeantes de mais Anheuser-Busch. c'est- Euh,
puis au-delà, c'est sûr que ça reste, corrige-moi encore une fois si je me trompe, mais je pense que c'est un excellent cas en fait d'université. En fait, je sais pas si tu te souviens de ça là, mais tu sais, quand tu recevais puis ceux qui sont en école de commerce en France, même au Canada, se reconnaîtront là-dedans là, mais on a tendance à recevoir ces fameux cases là, machin. Puis qu'est-ce que tu ferais dans ce genre de situation? Je trouve que c'est vraiment un case qui serait intéressant à traiter, dire, garde toi JP, de ce que j'ai compris en tout cas de ton sermon, c'est de dire on scrape Budweiser, on passe à autre chose, on élimine cette marque-là, puis peut-être qu'on essaie de recréer un nouveau produit. En fait, on en profite pour essayer de créer un nouveau produit un peu différent, ce qui est légitime. Puis, Quitte à t'es- mieux segmenter, tu sais, là, j'amène des termes justement de notre chapeau de marketing, mais c'est quitte à mieux segmenter. Pourquoi est-ce que vous avez une bière qui a réussi à frustrer tout le monde? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plusieurs bières où à ce moment-là, vous pouvez défendre des valeurs qui sont légitimes, mais qui ne vont pas nécessairement frustrer la moitié des personnes? Peut-être que c'est un problème de segmentation aussi, de dire peut-être que les industries des bières blondes de 4,2%, c'est beaucoup trop la même chose pour tout le monde, alors qu'en réalité, maintenant, les segments des consommateurs doivent suivre exactement les segments dans la société. Tu sais, il y a peut-être des questions qui doivent se faire dans des industries comme celle-là qui ont toujours été une solution pour tous et that's it, là. Il y a plusieurs belles conclusions de marketing qui vont influencer le volet commercial, le volet financier, le volet X, Y, Z. Je pense que c'est très légitime, mais clairement que cela, comme je disais, ne vient pas sans une prise de position de, ben, Anheuser-Busch ont planté eux-mêmes leur marque. Il n'y a personne d'autre qui a planté Bud Light qu'Anheuser-Busch. là, c'est vrai. Ils doivent prendre la décision de changer quelque chose et profitez-en pour bâtir quelque chose de solide et de positif pour tous les axes qui ont été affectés par cette décision absolument ratée de la compagnie. Moi, je pense qu'effectivement, tu l'as bien dit, l'erreur, c'est d'avoir, puis peut-être je me répète, désolé, là, mais c'est d'avoir voulu changer une marque qui peut pas être changée. C'est con, hein, mais tu vois, les rebrandings, etc., n'ont rarement fonctionné. D'ailleurs, je pense, si tu te souviens de ça, on avait fait un épisode, ça date d'un petit bout, là, mais sur le fameux Coca-Cola Gate, là, tu sais, quand ils avaient... Oui, c'est quand ils avaient vraiment. changé le goût du coke, mais bon, alors ils disaient que oui, c'était volontaire, enfin, on se laissait planer le doute là-dessus, mais je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant là-dessus. Parce qu'en fait, ouais, on sait pas, est-ce que réellement c'est un mauvais move marketing, puis je pense pas que dans une école de marketing, on t'apprend à faire ce genre d'erreur stratégique, parce que oui, en effet, tu peux. Enfin, ça existe des fails marketing, etc., une mauvaise campagne, etc., un produit qui n'est pas aux attentes d'un consommateur. Mais je trouve que de là, de détruire une image, c'est difficile, c'est vraiment mal vu. C'est compliqué de faire ça. Et je pense que bah là, malheureusement, ça va cannibaliser. Enfin, c'est encore une fois, l'effet contagion risque de se produire. Et puis, bon, alors tu vas me dire, oui, bon, il y a d'autres marques, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est vrai que en Belgique, bah, leur produit star, c'est la Jupiler. Là. Donc, pour ceux d'ailleurs, les gens qui nous écoutent dans le nord de la France, ça va peut-être leur rappeler plus on a parlé de la pêche Blue Ribbon, ça c'est plus soirée de brosse comment dire, sur le campus à Montréal. Jupi, c'est plus la même chose, mais en Belgique ou dans le nord de la France. Hein. Donc, bah, c'est un peu, tu vois, ça reste des marques, si tu veux, qui sont assez intemporelles, oui, qui sont pas très bonnes, mais que tout le monde les achète. La Stella Artois, évidemment, pour le nord de la France aussi. Donc, d'autres bières aussi font partie. Labatt, Labatt, ça appartient aussi à BInBev, donc c'est quand même des très grosses brasseries. Et je pense que l'image en fait de Bud Light, bon, alors le nom Bud Light va être affecté, mais les gens, je suis sûr, sont même pas au conscient du nombre de marques que possède AB InBev. Donc, Mhm. je pense que la stratégie aurait été, si vous voulez vraiment lancer un produit LGBTQIA friendly entre guillemets, bah, c'est de lancer une propre marque autonome, etc., d'utiliser même le réseau de distribution que tu as, sachant que, évidemment, tu as des économies d'échelle hyper importantes, tu as un réseau de vente de détaillants déjà disponible, et quelque part, ton image n'aurait pas été affectée sur tes autres produits, tu vois. Donc encore une fois, d'ailleurs, je serais curieux en commentaire si jamais vous avez des idées de comment vous auriez résolu le Bud Light case, bah, je serais très curieux. Pardon pour les anglicismes, mais
Je trouve que c'est Et Bud assez. Light Case, d'ailleurs, c'est aussi une caisse de Bud Light qui est une publicité gratuite. Donc fais Ouais, attention, Gab, ça c'est de la pub. On n'est pas publicisé par Bud Light dans le podcast d'aujourd'hui. Oui, et puis d'ailleurs, toutes les marques qu'on a citées, by the way, on n'est pas payé Ça, évidemment c'est pour ça, ça. c'est un autre C'est- excellent point. Et l'abus d'alcool, tu l'as bien dit, est dangereux pour la santé. Faut, enfin, je trouve que on le répétera jamais Absolument. assez, là, mais c'est. Comme dirait Ronaldo à la Coupe du Monde, nous, on est publicité par l'eau. Et même pas de marque d'eau, mais par l'eau que vous ouvrez de votre robinet. Donc, je pense que c'est la meilleure manière de compléter. Mais sujet très intéressant, tu l'as dit, code école. Donnez votre avis. Je pense que c'est le genre de truc intemporel où on peut mettre en phase le monde du marketing, ce qui est une très bonne chose et ce qui est également, on va le dire, une rareté dans le cadre du podcast. Donc, on attend de voir vos opinions. Passons maintenant vers d'une opinion à un autre, là, à un certain niveau. On va parler vers le deuxième segment, le place au débat. Parfait. Donc, je l'ai mentionné, là, on a parlé à maintes reprises de cette compagnie qui était initialement listée, qui est maintenant rendue privée, qui a changé de nom. Donc, on veut parler de feu Twitter maintenant X de manière très brève. Là, on ne va pas embarquer dans les détails financiers ou décisions X, Y, Z. Là. Je pense qu'on veut juste parler de ce qui s'est produit. Là. Donc, ceux qui ont les mises à jour automatiques l'ont vu passer, je pense, c'était hier au courant de la nuit de samedi à dimanche pour la majorité d'entre nous. On est passé officiellement de Twitter à X. Le problème derrière ça, à mon avis, là, et comme je dis, je tombe dans le vif du place au débat très rapidement. C'est juste un peu la vision de ce changement-là drastique. Tu sais, Twitter a existé pendant hyper longtemps, ça restait une marque, pour ne pas revenir sur le sujet, des marques qui fonctionnaient bien. Il y avait de l'appartenance également pour plusieurs personnes liées au fameux tweet. Et Elon Musk, qui pourtant a nommé une nouvelle personne comme CEO, continue de faire des décisions unilatérales sans réellement consulter grand monde. Et c'est un petit peu là où j'ai peut-être des problématiques avec l'avenir de Twitter maintenant, X, et de où est-ce que X va devenir. On sait que l'objectif d'Elon Musk était d'avoir une espèce de plateforme universelle où on peut tout faire, banque, whatever, qui s'appelait X justement. Donc on sait que on n'est pas au dernier moment où feu Twitter va se retrouver avec des changements. Ça sera pas juste un bon vieux média social où tu peux partager des opinions puis des sujets puis whatever comme ça l'était à l'époque. Ça va continuer d'évoluer à vitesse grand V et c'est un petit peu là où j'ai des craintes sur, en tant que moi, je suis utilisateur, c'est un des médias sociaux que j'utilise le plus pour de l'information. Je ne suis pas quelqu'un qui publie autant que Gab là-dessus, mais c'est probablement un des trucs que je consulte le plus d'une journée à l'autre, parce que ça reste que je trouve que c'est un accès à de l'information plutôt variée, de manière facile. Reste que j'ai quand même des craintes à savoir où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Toute la logique des fameux abonnements avec le Twitter Blue à l'époque, etc. Toutes les cassures qu'il y a eu avec les transitions lorsque venait le temps de savoir est-ce que c'était un badge bleu, un badge gris, un badge jaune, ça marchait pas super bien, ils se trompaient de trucs, t'avais l'ambassade suédoise qui était considérée comme étant l'ambassade du Soudan, il y avait plein de bugs, il y avait plein d'erreurs, sans enlever rien à l'équipe d'ingénieurs et de codeurs et de techniciens et de développeurs qui sont derrière ça, qui travaillent des heures de fou. Ça reste que Elon Musk amène des changements qui sont, à mon avis, beaucoup trop rapides, qui sont pas nécessairement consultatifs, sachant que c'est une compagnie privée, il peut faire ce qu'il veut, je suis tout à fait d'accord. Mais ça reste que ça pose tout de même certains problèmes. On avait parlé de Threads, qui a été bon, un certain flop. Là. Plusieurs personnes se sont abonnées et ont arrêté déjà. Mais ça reste que je pense qu'on ne peut pas non plus faire autant de remous dans une compagnie sans s'attendre à ce que, à un certain point, la base de fidèles et de clients et d'utilisateurs finisse par tomber. Ce n'est pas commencé, mais clairement qu'il y a des problèmes liés à ces décisions-là. Puis c'est un peu là où ce changement-là de Twitter à X m'inquiète. Dans le sens, ça montre juste la volonté de Elon Musk d'arriver à ses fins. S'il décide de faire toute la transition, puis que la plateforme X universelle devienne un média social, devienne également un truc de contenu, devienne une banque, devienne une nanana dans les 6 prochains mois, il peut essayer d'aller de l'avant avec ça, puis que ça devienne une folie, qu'il faut que tu payes maintenant 5 $ pour je sais pas trop quoi. Tout est possible. C'est un peu là où j'ai des craintes, c'est où est la limite de cette transition vitesse grand V de X maintenant et quelles vont en être les conséquences sur l'utilisateur. C'est un petit peu là, c'est quelque chose qui est, encore une fois, comme le premier sujet, un peu polarisant. Bon, oui, en plus, toutes les folies, vous allez avoir vu, là, il y avait mis l'espèce de truc, la lumière stroboscopique ou le logo stroboscopique X sur le toit du headquarter qui a fait une folie parce qu'il y avait des personnes qui ne dormaient plus à San Francisco parce que c'était juste devant une bâtisse résidentielle. La ville s'oppose. Il y a un paquet de clash également entre la ville de San Francisco et X au niveau du headquarter parce qu'il y a plein de décisions que Musk a prises sans même avoir les permis et les droits autorisés. Donc, ça montre juste à quel point il peut prendre des décisions qui sont instinctives
et qui sont même en dehors des lois, par exemple, juste municipales. Je sais que c'est une virgule, les lois municipales, je lis déjà vos commentaires d'avance, mais ça reste que ça montre un peu l'ADN de ce qu'il veut faire comme changement. S'il décide de vouloir le faire, il va le faire, même si c'est presque à la limite pas lié aux lois. That's it, that's all, c'est ma compagnie, j'ai payé une fortune, c'est privé, puis that's it, on s'en fout. C'est un peu ça qui m'inquiète. Je trouve que c'est pas une trame qui est nécessairement très bonne pour la suite. Il peut le faire, je ne dis pas le contraire. Il peut le faire tant que c'est pas contre les lois et qu'il peut pas avoir des poursuites, etc. À la limite, il fait ce qu'il veut, je suis tout à fait d'accord. Mais ça reste que c'est un petit peu embêtant, sachant que tout ça, cette compagnie-là est basée sur un fondamental mais ça prend des utilisateurs qui consomment le contenu, consomment les publicités pour les très peu de publicités de publicitaires, en fait, qui s'intéressent encore à mettre des trucs et à afficher des trucs sur X, et également des personnes qui sont prêtes à payer des subscriptions. Donc, tout est basé sur les abonnés. Si les abonnés commencent à le délaisser parce qu'ils sont un petit peu tannés de ces décisions unilatérales-là, on peut avoir un problème avec la pérennité de X. Je sais que je lis également les commentaires. Je suis quelqu'un qui est un petit peu d'un côté et de l'autre envers Elon Musk. Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous le savez, là, je peux être parfois très favorable à certaines de ses décisions pour certaines compagnies et parfois très défavorable. Je pense que là, c'est juste de dire, on ne peut pas douter qu'Elon Musk va arriver à ses fins. Et on ne peut pas forcément douter non plus que ben, la finalité de X dans 20 ans va être une plateforme qui va être tout à fait légitime. Par contre, le chemin à faire d'ici là, je pense que c'est là que ça peut être très rempli de soubresauts pour l'utilisateur. Et c'est là où, en tant que moi-même utilisateur, peut-être que je prêche pour ma propre paroisse, là, mais j'ai pas vraiment le goût d'en faire partie. Et là, je lis encore une fois les commentaires et je vois ton comeback, Gab, en disant, mais t'as juste à quitter et aller sur Threads. Bien d'accord, mais ça reste que ces changements drastiques-là, Ouais, à mais mon avis, devraient se faire avec un certain impact de la communauté. Bon, mon collectivisme, je me mets sur mute, mais Gab, je te laisse la parole là-dessus, là. ouais, c'est vrai que là, ça y est, on avait parlé de tes tendances léninistes la semaine passée. Là, ça y est, ça revient à la collectivité, le cause. Ça revient. Non, je plaisante évidemment, là. Les gens qui pensent que tout ce qu'on dit est au premier degré, au passant, là pour le coup, vous pouvez faire comme JP va faire avec Twitter, quitter là. Non, je rigole. Encore une fois, c'est de deuxième degré, de deuxième degré là. Euh, Absolument. Il faut dire aussi qu'on se connaît depuis assez longtemps, ayant étudié, etc. ensemble. Je pense que c'est bien de challenger des positions qu'on ne prendrait peut-être même pas. Parce que nous-mêmes, on se challenge, mais on sait également que je prends position contre quelque chose que Gab va vouloir dire. Donc ça fait un débat plus intéressant que si non, on mais c'est tenait vrai. réellement notre opinion. C'est vrai parce que non, le Freds, bon, bah oui, tu peux y aller, mais il y a pas, y a personne dessus. Parce que c'est bien ça le problème des réseaux sociaux, c'est que quelque part, c'est un espèce comment on appelle ça? Bah, c'est ça, c'est le nombre d'utilisateurs qui attire de nouveaux utilisateurs. En fait, ça fonctionne comme avec des référencements, en fait, quelque part. C'est un référencement implicite. C'est que tu as une première personne qui commence à utiliser le service, puis tu en as d'autres, etc. Et du coup, quand tu débarques de Twitter et tu arrives sur Threads, bah moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé l'appli. Ça a duré 2-3 jours. J'ai vraiment voulu regarder un peu. Puis quand j'ai vu qu'il y avait personne, des contenus que j'appréciais en tout cas, ou le côté, on va dire, un peu débat qu'il peut y avoir un peu sur Twitter, le côté, la culture du clash un peu aussi, là, eh ben j'ai dit, bon, bah, regarde, je vais passer mon chemin, là, donc je pense que Fred, c'est une bonne idée, c'est toujours bon, la concurrence saine, c'est toujours là, mais je pense que Twitter bénéficie en fait de sa position dominante hein, dans ce secteur du microblogging. On avait déjà parlé quand il y a eu l'épisode dédié sur Fred, écoutez-le si vous avez besoin d'un peu plus d'infos. Mais non, oui, il va y avoir des changements sur la plateforme, mais pour autant, les gens vont continuer à l'utiliser. Par contre, ce qui est vrai que c'était un peu dérangeant que plein de features, ce qu'on mis des années à mettre, bah, ont commencé à disparaître progressivement. Les polls sont payants maintenant. La recherche de tweets, t'es limité à 100, à 1000 tweets par jour, je crois, un truc comme ça. Maintenant, faut que tu payes pour pas avoir de pub. Enfin, c'est un peu lourd, quoi, tu vois. C'est un peu lourd de dire, bon, j'étais obligé d'avoir 36 trucs pour pas avoir pour avoir une expérience, on va dire, évidemment, de consultation qui soit appropriée. C'est un peu frustrant. Pour autant, alors c'est ça, c'est que pourtant, tu le sais, la personnalité humaine souvent est attirée, on va dire, par ce qui fait débat, etc., et tout ce qui est controversé. Euh, on le sait, hein. Et puis je pense que j'ai un exemple. Bon, tu vas me dire, ça n'a aucun rapport, mais je vais quand même le faire le rapprochement. Tout le monde disait de pas aller voir. Je sais pas si tu te souviens de ça quand il y a eu l'histoire avec Magnota. Je sais pas si tu te souviens de ça là quand il y a eu
histoire avec des vidéos horribles qui avaient été mises sur le net, mais tout le monde s'amusait à aller la regarder, alors que pourtant tous les médias nous disaient n'allez pas regarder, c'est atroce, etc. Et tu vois, l'âme humaine, j'ai l'impression, est attirée, on va dire, par ce qui est dérangeant, etc. Donc, quelque part, en fait, et ça c'est quand même pareil, le marketing, ça fait partie des lois du marketing. On te fait toujours, même si on parle de toi, mais de manière négative, bah, ça a quand même un espèce d'impact, on va dire, d'un point de vue marketing. Donc, tu vois, mon parallèle que j'ai fait avec le truc précédent, eh ben, je trouve se tient. C'est quelque part, tant que tu fais parler de toi, en bien ou en mal, bah, ça fait ramener des utilisateurs. Donc les gens, ils arrivent effectivement sur la plateforme. Et tu vois, d'autres plateformes, par exemple comme Reddit, bah, ils font parler d'elles aussi parce que effectivement, t'as, comment dire, t'as des événements qui arrivent là. Tu vois, quand il y a eu le fameux ban ou etc. des subreddits, bah, il n'y a jamais eu autant de monde qui est allé là-dessus pour justement dire ah, putain, l'ambiance est vraiment bizarre depuis qu'il n'y a plus ça. Et donc, du coup, tout le monde est passé à autre chose, tu vois. Donc, quelque part, c'est la force et entre guillemets la faiblesse des réseaux sociaux, c'est que ils sont devenus quasiment obligatoires en fait dans nos vies. Ils sont devenus hyper importants. Donc, maintenant, les gens les utilisent, etc. Puis, malgré que des fois, tu aies des changements qui ne soient pas hyper positifs, comme l'histoire de X. Alors, c'est vrai que puis là, c'est mon dernier point, là, et puis après, je me promets, je me tais, là, mais euh, le rebranding, à mon avis, est raté, parce que pareil, Twitter, bah, c'est Twitter, là, c'est pas X. Là. Puis, il y a eu beaucoup de blagues sur le sujet, justement. Deuxième truc controversé que je vais dire dans la journée, là, mais il y a eu plein de blagues, justement, avec des gens qui mettaient l'application, avec des screenshots qui mettaient entre des applications bah, de sites pour adultes, là, donc... c'est vrai que c'est assez drôle. Le branding est vraiment particulier pour quelque chose qu'on va dire qui est censé être à l'origine un réseau social, là, je veux dire. Exact. Bon, je pense que c'est un problème. Je pense pas qu'il y a grand-chose d'autre à rajouter outre le fait, bon, que c'est pas notre décision, on contrôle pas grand-chose, on est encore une fois un pion sur l'échiquier complet, mais c'est vraiment de voir, ben, quelle va être la suite. C'est pas la dernière fois que Elon Musk va avoir un intérêt commercial sur quelque chose. Je pense que moi, j'ai toujours des craintes sur les autres compagnies que Musk a qui, font des choses qui rapportent un certain point pour l'humanité, là. C'était un peu la position que j'avais, là. Je continue de croire que la finalité de Tesla est intéressante. Je continue de croire que la finalité de SpaceX, à un certain point, sera bon. Présentement, c'est très axé sur du commercial et du commercial, là. Les payloads, c'est littéralement, au début, c'était on fund un petit peu nos activités liées à Mars à l'aide de ça, là. On commence à faire beaucoup de vols pour Starlink, là, on va se le dire. Mais ça reste que je pense que, bon, Twitter a certaines problématique et c'est surtout, encore une fois, on ne veut pas embarquer sur le débat, mais la liberté d'expression est très importante à avoir. Encore une fois, est-ce que si les opinions finissent par être un petit peu moins favorables à ce que Elon Musk veut sur sa plateforme, il pourrait également avoir certaines restrictions. On sait que le compte de Kanye West a été réactivé sur X et tout, donc il y a quand même un retour de liberté d'expression sans filtre. Jusqu'à quel point est-ce que ça peut être viable pour une plateforme qui est pérenne? Je pense qu'on peut se poser des questions aussi. Donc, je mets un petit peu d'autres sujets, là. N'hésitez pas encore une fois à débattre dans les commentaires YouTube ou également là, dans n'importe quelle forme de zone commentaire sur les plateformes audio ou sur la fameuse adresse courriel du podcast. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Mais je pense que les deux sujets peuvent vous amener là, à certaines réflexions et on aimerait beaucoup vous lire et vous entendre là-dessus. D'ici là, je te remercie Gab pour ta contribution comme à l'habitude. Je vous remercie Plaisir. également tout le monde pour votre écoute. J'ai déjà fait un petit peu l'introduction de la fin du podcast classique, là, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube, la plateforme clé pour le contenu et le partage de commentaires publics. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Même chose, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et des appréciations au contenu si jamais vous avez apprécié l'épisode. Ça aide également énormément là, à la fois le référencement numérique, mais également le référencement de bouche à oreille. Et je vous dis donc, et je te dis également Gab, à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, salut.